Je fais donc une vidéo sur le format hybride de l'épreuve du CAPES, un format nouveau et donc sur lequel il y a assez peu de choses qui éditent en ligne, à part sur les rapports de jury. Donc j'ai lu ces rapports et j'ai essayé de réfléchir à comment est-ce que je pourrais moi aborder cette épreuve si je devais la passer aujourd'hui. Mais évidemment, il faut que je précise que j'ai jamais passé cette épreuve. Et donc ce que je vais dire ici relève plutôt d'une méthode intuitive que j'appliquerai moi, mais sans avoir la certitude qu'elle serait à 100% efficace, et il est certain que en passant l'épreuve et en l'ayant peut-être obtenue, on peut comprendre des choses que moi je ne peux pas avoir compris pour l'instant. Donc si vous avez des choses à rajouter, des précisions, n'hésitez pas évidemment à le faire, ou voir des corrections par rapport à ce que je peux dire. Je pense que l'une des choses à faire pour ne pas se tromper dans la préparation d'une telle épreuve, c'est de comprendre son esprit. Et l'idée d'hybrider l'explication de texte et la leçon, je pense, c'est une idée qui se rapproche de la construction d'un cours de philosophie. Et à mon avis, ce qui est visé, c'est la vérification de la capacité du candidat ou de la candidate à construire un tel cours. Et avoir à l'esprit cet horizon-là permet d'éviter des erreurs qui sont d'ailleurs notées dans les rapports de jury. J'ai préféré, je pense, si vous ne devez en lire qu'un, le rapport de jury de 2023. Dans les deux cas, cet horizon-là est explicitement annoncé. La différence entre une explication de texte classique et ce format, c'est que dans l'explication de texte classique, le texte est envisagé pour lui-même, et la totalité du temps est donc allouée à soulever les articulations qui sont souvent fines du texte, à rendre compte de l'ensemble de ses aspects, parfois les plus profonds. Ici, je pense que la perspective à adopter est vraiment d'envisager l'explication de texte comme intégrée à un cours, comme vous le feriez en tant qu'enseignant si vous enseignez déjà. Et c'est donc à l'intérieur d'une leçon qui traite bien d'une question particulière que, selon moi, le texte doit être intégré. Donc, le texte doit permettre d'enrichir, d'explorer des aspects de cette question que vous allez par ailleurs présenter dans votre oral de leçon. Et la méthode que j'appliquerai moi, mais là, pour le coup, il y en a plusieurs, mais c'est moi d'en faire un moment de la leçon. Donc, je vais revenir sur ça après. Pour identifier le sujet de la leçon, qui sera donc la structure générale dans laquelle vous allez intégrer votre explication de texte, il faut évidemment partir de la thèse de l'auteur ou de l'autrice du texte et chercher à quelles questions cette thèse peut vouloir répondre. Et finalement, cela se rapproche beaucoup de la méthode que je conseille déjà à mes élèves pour travailler l'introduction de l'explication de texte, c'est-à-dire la bosser comme si le texte répondait à une question de dissertation. Et d'un point de vue méthodologique de ce point de vue-là, les introductions d'explications de texte et de dissertation, pour moi, ne diffèrent pas fondamentalement, en tout cas dans leur esprit. Je pense qu'il est possible pour certains extraits de construire un plan de leçon qui suive le plan du texte, qui l'épouse entièrement, mais je pense que cette technique, même si elle est très élégante, est risquée, et au moins pour deux raisons. La première, c'est que elle risque de nous pousser à forcer un raisonnement philosophique dans une tournure qui n'est pas la nôtre, et donc de privilégier l'élégance rhétorique sur la pertinence philosophique de la leçon. Vous allez trop vouloir vous calquer sur ce suivi, on va dire, du plan du texte, et dans cette volonté-là, vous allez parfois perdre en potentiel problématique ou argumentatif, parce que tout simplement, ça ne sera pas votre piste à vous. Et du coup, votre leçon sera un petit peu en dessous du niveau qu'elle aurait pu avoir si vous l'aviez construite vous-même. Le deuxième risque, c'est que ça peut être limitant, cette technique, par rapport au champ argumentatif de la leçon, qui va toujours être ramené à l'économie logique du texte, ce qui n'est pas inintéressant, encore une fois, et qui peut être élégant, et très pertinent dans certains cas, mais qui parfois pourrait aussi priver le développement justement d'arguments pertinents, parce que ces arguments outrepasseraient le plan induit par le texte. Je pense que, je rajoute un élément, cette technique peut nous pousser à forcer un plan, alors même que la logique du texte ne s'y prête pas, et donc à nous égarer, c'est-à-dire en gros à produire un plan de leçon à partir d'un plan de texte, alors que le plan de texte n'invite pas vraiment à un plan de type dissertation ou leçon de philosophie.
Donc moi je préférerais une stratégie qui serait plus prudente, mais qui serait, je pense, tout aussi efficace si elle est bien menée. Et comme je le disais en début de vidéo, à mon avis, ça serait de faire du moment de l'analyse du texte l'une des grandes parties de mon plan. Et une telle stratégie me semble avoir au moins 3 avantages. Le premier avantage, c'est que ça répond parfaitement à la volonté d'hybridation de l'exercice, et ça permet bien d'intégrer l'explication dans le cadre d'un raisonnement plus large. Et cela va éviter par exemple l'artificiel d'un exercice qui traiterait d'abord de l'explication, puis de la leçon. Et j'ajoute non seulement de l'artificiel de cet exercice-là, qui ferait explication puis leçon, et aussi peut-être de problèmes de temps. Par exemple, où l'explication texte initiale dévorerait entièrement en termes de temps la leçon qui viendrait après. Le deuxième avantage, c'est que ça me permet de compenser potentiellement des manques dans mon explication de texte par le déploiement d'une argumentation de leçon qui va être pertinente, éclairante, et qui même parfois peut-être pourra rééclairer des aspects du texte que j'avais moins bien aperçus. C'est quelque chose qui peut-être là n'est pas trop dit dans les jurys, dans les rapports de jury, mais qui me semble être pas négligé, c'est-à-dire que la leçon, cette forme hybride peut vous permettre de produire une leçon qui va vous aider en fait finalement à faire du texte quelque chose, et de votre analyse du texte, un moment pertinent. Souvent, je crois que dans les explications texte de format classique dans les concours de philosophie, l'entretien permet de rectifier, d'amender, d'éclairer des points du texte qui avaient été mal compris ou mal abordés, ou de re-questionner, et d'inviter au moins le candidat à produire des hypothèses, même s'il n'a pas compris quelque chose, au moins de vérifier qu'il est capable de produire des hypothèses philosophiques. Bon là, intégrer vraiment votre explication de texte dans votre leçon, c'est en quelque sorte faire cet exercice, mais directement pendant votre oral. Troisième avantage, ça me permet de répartir, je l'ai dit, plus aisément le temps entre la leçon et l'explication de texte, et donc d'éviter un déséquilibre qui a l'air d'être quand même assez souvent pointé dans les rapports de jury, avec une dévoration de l'explication sur la leçon ou l'inverse, mais j'ai l'impression que c'est souvent l'explication de texte qui va dévorer la leçon. Alors l'un des problèmes majeurs, je pense, par rapport à cette répartition du temps, c'est de se perdre dans la phase d'explication de texte en analysant les circonvolutions fines, etc. Alors, c'est complexe, parce qu'évidemment, c'est une explication de texte qu'on vous demande de faire, mais en même temps, vous avez moins de temps pour la faire que dans les formats classiques d'autrefois. Alors, je pense qu'il faut conserver un objectif d'exhaustivité dans la mesure du possible, mais en lui ajoutant une sorte de précision ou de prisme. Au lieu de viser une exhaustivité dans le cadre strict de l'explication, il va falloir chercher à être exhaustif dans son explication, dans l'optique de mettre au jour tout ce qui, dans le texte, permet d'affiner le problème que vous allez traiter dans votre leçon, ou que vous êtes en train de traiter dans votre leçon si vous faites comme moi je le ferais, c'est-à-dire intégrer l'explication de texte à l'intérieur de la leçon. Autrement dit, le canevas fondamental de l'explication doit bien être le problème affronté dans la leçon tout entière, et c'est ce problème qui doit orienter le travail. Ça ne veut pas dire que vous allez forcer le texte, je pense qu'il faut aussi faire attention dans l'autre sens, c'est-à-dire à forcer le texte à cause de la problématisation ou du sujet de leçon à dire que vous avez choisi, mais je pense par contre que si votre sujet de leçon est bien choisi, ou votre problématisation est bien choisie, ça peut vous offrir un prisme de lecture qui va vous rendre plus efficace dans l'explication, plus synthétique. En fait, c'est un peu ce qu'on fait en cours quand on arrive bien à intégrer un texte dans notre cours de philo. Ça pourrait me pousser, je pense, à accepter certains passages un peu plus rapides sur certains points du texte, qui s'articuleraient pas parfaitement avec la perspective de mon problème, tout en prenant bien garde. Donc c'est des injonctions peut-être un peu contradictoires, il faut voir dans l'exercice comment vous arrivez à dealer avec ça, mais en prenant bien garde à garder la capacité d'étonnement face au texte. C'est-à-dire le texte peut aussi être analysé dans ces points qui ne correspondent pas parfaitement au problème ou à la perspective de votre leçon, en la déjouant de l'intérieur, mais dans ce cas-là, il ne faut pas les invisibiliser ces aspects, il faut justement les révéler et en créer de véritables moments d'étonnement philosophique qui vont revivifier en fait votre oral. Pour la personne qui vous écoute, c'est aussi des moments où l'oreille se dresse un peu et où il se passe quelque chose. Donc, synthétiquement, je pense que l'exhaustivité attendue dans l'explication doit vraiment être indexée à la problématisation particulière de la leçon. Et je crois finalement que l'essentiel, comme toujours, je pense, se joue là. En fait, il faut construire un problème en lien réel avec le texte.
Je pense qu'une erreur fatale est très visible, à mon avis, quand on est de l'autre côté de la barrière, quand on écoute, c'est de plaquer des problématisations clés en main sur le texte, parce que ça nuit d'abord à la spécificité de l'épreuve, qui est l'hybridation, et d'autre part, ça désoriente forcément le boulot explicatif. Dans cette optique, je pense que dans la phase de préparation, il est important de déterminer la question de la leçon que l'on va traiter après une première analyse du texte, mais avant d'entrer en profondeur dans cette analyse. Comme je l'ai dit, ainsi ça va structurer votre regard sur le texte en question, vous aurez une sorte de canevas, mais en même temps, vous aurez encore la capacité d'être surpris, et de déjouer justement ce canevas. Donc c'est un peu un jeu d'équilibriste, mais finalement c'est un jeu qui ressemble beaucoup à l'enseignement. Conservez à l'esprit que même dans le cadre des concours, le geste de raisonnement philosophique est rare, finalement, parce que le stress pousse souvent, je pense, les candidats ou les candidates à produire des raisonnements un peu stéréotypés et préenregistrés. Donc vous gagnez forcément des points en ayant une approche authentiquement problématique et du texte et de la leçon. Et j'ajoute qu'il est préférable, je crois, de trouver un problème qui soit assez directement accroché au texte, sans chercher à être original ou étonnant ou à trouver une perspective vraiment très spécifique. En fait, la complexité problématique qui est votre objectif fondamental quand vous passez un concours, et encore plus quand vous allez à l'oral, elle se construit, et ça je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, au fur et à mesure de la leçon. C'est pas parce que vous avez un point de départ simple, un paradoxe simple, voire un problème qui découle assez directement du texte et que vous allez traiter, que vous allez faire une mauvaise leçon, que le jury va considérer que vous avez choisi la facilité. En fait, le jury, il va être plutôt content que vous ayez pris un point de départ intelligible pour lui, et ça va vous permettre de ne pas faire fausse route. Bien sûr, après, vous ajoutez au fur et à mesure de la complexité, mais c'est comme grimper une échelle, en quelque sorte. Il faut que vous commenciez sur le premier barreau. Donc ne cherchez pas forcément à trouver un sujet de leçon avec une formulation très élégante ou très jolie, etc. Mais essayez vraiment d'indexer ce sujet de leçon au texte, tout en conservant quelque chose d'assez large pour pouvoir évidemment intégrer un plan de leçon. Mais voilà, n'essayez pas d'être original à tout prix. Les rapports de jury sont assez flous sur la répartition de la leçon et de l'explication de texte, et au fond, je crois que c'est un peu un faux problème. En fait, qu'il faut peut-être pas stresser avec ça. Le conseil que je donnerais, c'est simple, c'est entraînez-vous et voyez la forme avec laquelle vous êtes le plus à l'aise et optimisez cette forme. C'est-à-dire que vous choisissiez, comme moi j'aurais tendance à choisir, l'intégration complète à l'intérieur de l'argumentation ou autre chose. Je pense que là, pour le coup, ça demande un peu un entraînement parce que c'est un équilibre qui n'a pas été pratiqué dans votre formation universitaire classique, par exemple. Toutes les organisations ont des avantages et des inconvénients, ils sont assez bien listés, je crois, dans les rapports de jury, donc je vous invite à lire ça, je ne vais pas faire de la redite ici. Je pense aussi qu'un entraînement en situation réelle avant le passage devant le jury est particulièrement important dans ce cas-là, parce que l'un des trucs qui est difficile, à mon avis, c'est la gestion du temps. On est habitué à faire des leçons, on est habitué à faire des explications de texte, entre guillemets habitué, en tout cas ça nous est déjà arrivé si vous avez déjà préparé les concours avant de passer cette session, mais on n'a jamais fait de format hybride ou très rarement. Et les rapports précisent bien qu'une répartition exactement égale des temps d'explication et de leçon, c'est pas nécessaire. Mais je pense que ce qui doit se passer souvent, et ce qu'il faut quand même éviter, c'est de faire une présentation de leçons que vous allez accélérer en fait, parce que vous aurez passé trop de temps sur votre explication de texte, et souvent ce qui va être viré dans votre urgence, voyant le temps passer, c'est en fait la partie la plus importante, c'est-à-dire la troisième partie, qui est souvent l'endroit où se jouent les retournements problématiques les plus intéressants et les plus vivifiants intellectuellement pour le jury, et aussi parfois ceux que vous maîtrisez le mieux, et ceux sur lesquels vous pouvez témoigner de votre originalité philosophique dans l'échange. Donc en fait, il ne faut pas faire l'impasse sur cette troisième partie. Donc un conseil que je donne, quelle que soit l'épreuve, en fait il vaut mieux moins que trop. Il vaut mieux ralentir un peu le débit de la parole, ou si vous voyez vraiment que vous avez prévu beaucoup trop peu, ajouter des précisions pendant l'oral, plutôt qu'accélérer et rendre confus votre propos. En fait, on vous excusera à un propos un peu plus court, parce que l'entretien permet d'ajouter des éléments, mais on aura plus de difficultés à vous excuser, à vous pardonner, on va dire, le fait d'avoir produit un ensemble confus et peu clair, inintelligible pour la personne. Vous avez de toute façon tous déjà vécu ça quand vous avez été à des colloques de philosophie ou des cours de philosophie. Rien n'est pire qu'un prof qui lit ses notes de façon ultra rapide pour finir dans l'heure. En fait, il vaut mieux qu'il dise moins, mais que les gens comprennent.
Quelques remarques pour l'explication de texte, mais qui sont, je pense, encore plus pertinentes avec le format hybride. Je crois qu'il faut vraiment, c'est quelque chose, à mon avis, très utile, rappeler la situation du texte dans l'œuvre. Vous avez accès à une bibliothèque, parfois on se perd dans la bibliothèque pendant les concours. Il ne s'agit pas de prendre 15 000 livres et de tous les lire. En fait, je me souviens quand j'avais passé l'agrégation, il y avait des gens, ils avaient 5-6 bouquins sur leur table. Ça sert pas à grand chose. Vous n'avez pas le temps de lire autant d'extraits, c'est pas possible. Par contre, il faut que vous demandiez le livre duquel est sorti votre extrait et que vous regardiez vite fait ce qui se joue en amont, ce qui se joue en aval et que vous regardez la table des matières. Encore plus si vous connaissez pas trop l'auteur, parce que vous avez malheureusement choisi tiré 2 auteurs que vous connaissez pas bien. La situation problématique d'un extrait dans le cadre du questionnement philosophique plus large de l'auteur dans l'œuvre va permettre de mettre au jour des articulations et des enjeux qui seraient assez difficiles à trouver dans un temps limité. Et en plus, ça peut vous aider à trouver des choses pour votre leçon. Pour éviter la paraphrase, imaginez toujours que vous devez expliquer le texte à quelqu'un qui ignore tout de la philosophie, et que vous devez tout expliciter. Une stratégie pour clarifier et on va dire synthétiser votre explication, c'est aussi le but ici, c'est produire une explication efficace mais plus synthétique que dans le format classique, c'est de prêter bien attention aux concepts et aux définitions. En fait, philosophiquement, les distinctions conceptuelles, c'est toujours une piste intéressante et riche à suivre. Et parfois on l'oublie bizarrement un peu plus on monte en niveau. Demandez-vous toujours pourquoi c'est ce mot-là qui est écrit et pas un autre. Et souvenez-vous qu'il n'y a jamais de synonyme en philosophie. Donc s'il y a 2 mots, s'il y a un mot spécifique, c'est qu'il a un sens spécifique. En fait, en tout cas, méfiez-vous de votre volonté de coller un concept à un autre concept. C'est souvent délétère si vous ne le clarifiez pas très visiblement. L'intérêt particulier pour les distinctions conceptuelles me semble être spécialement important dans cette épreuve-là parce qu'elles peuvent, ces distinctions qui sont opérées dans le texte ou dans votre explication de texte, vous aider justement à construire un plan pour votre leçon. Finalement, les modes de résolution des problèmes en philosophie, en dissertation, en leçon, ça passe souvent par des jeux de distinction conceptuelle ou des éclaircissements sur les rapports entretenus entre les concepts. Donc faites bien attention, je crois, à ces distinctions conceptuelles et aux définitions. Pour la partie leçon de l'exercice, je conseillerais encore plus dans ce format hybride de ne pas chercher à tout prix à rendre manifeste une grande extension de votre savoir philosophique. En fait, il n'y a pas besoin de beaucoup de références. Ça, c'est, je pense, une erreur assez classique. Il faut seulement les rendre claires, efficaces et précises. Gardez toujours à l'esprit que si vous avez peu de références, mais que toutes les références que vous avez utilisées, elles étaient claires, efficaces et précises, le jury va pas se dire que vous ne connaissiez que ces références, il va se dire que vous connaissez tous les autres sur le bout des doigts de la même manière. Donc limitez-vous et préférez approfondir un contenu qu'en ajouter un nouveau. Comme dans le cas d'une leçon classique, ne négligez pas les exemples, qui sont souvent des points d'accroche très forts et qui permettent par ailleurs de relancer l'écoute du jury. C'est souvent les moments où vous-même, quand vous êtes auditeur d'un colloque ou d'un cours, vous écoutez parce que ça intéresse un exemple, ça incarne le propos. Et n'oubliez pas non plus que dans un texte, un exemple n'est jamais une illustration sur laquelle on peut passer rapidement. En fait, je crois qu'il faut toujours considérer les exemples très au sérieux, pour 2 raisons. Souvent parce qu'ils ont un intérêt très sérieux, et souvent parce que beaucoup de candidats ou de candidates les laissent passer. Et donc vous allez, de ce point de vue-là, vous distinguer. Or, dans le cadre d'un concours, se distinguer, ça a du sens. Globalement, et pour finir, après je m'arrêterai là sur cette vidéo déjà trop longue, il me semble que le format hybride ne signifie qu'une chose. Ce que l'on vous demande, c'est de faire un cours. En fait, gardez ça à l'esprit. Ce qu'on vous demande, c'est faire un cours. De ce point de vue, il faut que vous considériez votre éditoire comme une classe. Ça peut paraître bizarre, mais ça peut permettre aussi de déstresser face au jury. En fait, le jury, c'est une classe éclairée, qui est sans doute très douée en philosophie, mais c'est quand même une classe d'une certaine manière. C'est-à-dire un auditoire qui réclame de la clarté didactique, de la pertinence philosophique évidemment, et qui a besoin d'être accompagné dans un raisonnement. C'est pas péjoratif pour le jury, il faut jamais préjuger du niveau qu'on attend de vous quand vous passez devant un jury, ou des références qu'ils pourraient espérer, etc. Et pour une raison qui est très pragmatique, un jury de CAPES, ça écoute pendant une dizaine d'heures des oraux sans discontinuer, et c'est extrêmement fatigant et aliénant. Les profs ici qui ont eu l'occasion d'écouter des oraux le savent bien. Donc en fait vous gagnerez beaucoup à être clair, simple, au sens noble du terme, pour une raison simple, c'est qu'un jury qui écoute des oraux depuis 5 heures, en fait il va vous comprendre, alors qu'un jury qui écoute des oraux depuis 5 heures et qui écoute votre oral ultra jargonnant, un peu confus, où vous perdez, il va très vite décrocher. Une dernière chose, l'entretien, c'est un moment ultra important dans un oral.
Et je pense que la forme hybride, comme elle est relativement nouvelle, il y a des erreurs méthodologiques que vous allez pouvoir faire. Mais je pense qu'elles sont peut-être moins douloureusement notées si vous témoignez dans l'entretien d'une réelle vivacité. Et ça implique quelque chose, c'est que même si c'est difficile, même si vous avez le sentiment d'avoir loupé votre exercice de toute façon foutu, soyez toujours ouvert, en fait, ne fermez jamais la discussion, formulez toujours des hypothèses, toujours, même si vous craignez qu'elles ne soient pas les bonnes, même si vous avez l'impression que vous allez être jugé, en fait vous allez toujours être moins jugé que si vous gardez le silence. Et je pense qu'une attitude comme celle-là peut rattraper des oraux moins performants. Voilà ce que je pouvais dire sur ce format hybride. N'hésitez pas, je le rappelle, à rajouter des éléments si vous l'avez déjà passé.